savoir. Désormais, le rendez-vous est unique. Ces sanctuaires du savoir vous offrent l'opportunité de mieux vous vendre, vulgariser vos activités et initiatives importantes, mais aussi innovantes, vos travaux de recherche et leurs résultats, vos structures, ainsi que d'autres merveilles intellectuelles. Émission Temple du Savoir ku Congo Central ku Yangiri ku Miri. Si yapata manema tunatusikia. Bon début de semaine, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Temple du Savoir. Vous nous suivez à travers le monde sur Central Télévision via notre chaîne YouTube et nos différentes plateformes sur TikTok, sur Instagram, Facebook, Temple du Savoir. Et c'est Moutondi Namuteme Akoye Baïkte Bozali Ebele en train de suivre déjà votre émission dans le but de partager les connaissances, partager le savoir, notamment sur la question cruciale de l'université face aux crises politiques et sécuritaires en République démocratique du Congo. Il y a une thématique centrale qui permettre de passer ces moments fructueux avec vous, accompagné de notre invité qui est déjà sur ces plateaux du Temple du Savoir. Mais avant de le présenter, nous allons prendre d'abord cette transition et puis faire découvrir Bino Oyazali invité Nabiso Yamokolo Yalelo. Temple du savoir. Temple du savoir. Temple du savoir. Voilà, mesdames et messieurs, comme je l'ai annoncé, nous avions déjà notre invité sur ces plateaux. Il s'agit d'un des chercheurs congolais au nom d'Albert Kiamalinga. Il est président national de l'ASBEL Action Citoyenne contre les antivaleurs AK, mais aussi secrétaire national de l'ASBEL, le témoin de Fachi. Il est déjà sur ces plateaux et nous l'accueillons chaleureusement. Monsieur Albert Kiamalinga, bienvenue sur les plateaux des Temples du Savoir. Merci, bienvenue. Merci beaucoup pour nous avoir accueillis sur ce plateau Temple du Savoir. Monsieur Georges, je suis content de venir parler de la République sur votre plateau, de venir en tant que chercheur, de venir en tant que politique, de venir en tant que citoyen congolais pour parler de ces grands sujets qui est intitulé « L'université face aux crises politiques et sécuritaires en République démocratique du Congo ». Voilà, merci beaucoup. Donc, chercheur politique, citoyen congolais, nous allons partager la connaissance avec le grand public qui nous suit à travers le monde. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais assez que vous précisez, à téléspectateurs, à tous les scientifiques congolais, les différentes missions assignées à une université. La mission, pour des raisons sociétales, la mission, c'est de transformer, comme vous venez de m'annoncer que je suis celui qui lutte contre les antivaleurs, oui. C'est de transformer les antivaleurs aux valeurs. C'est-à-dire, quand l'on a une université, pour une compréhension plus large, et que les gens qui sont à la maison nous comprennent, pour ne pas tomber dans des histoires de théories et autres, je voulais qu'ils comprennent que quand l'on venait, comme nous avons vu dernièrement, le chef de l'État venait de d'implanter une université à Kananga ou bien à Mbujimaï, l'objectif c'est de faire quitter la population dans la misère et ramener un développement intégral, un développement pour tous. C'est l'objectif principal quand on a des gens de la sommité du savoir, comme nous sommes dans ce plateau qui parle du savoir, c'est pour transformer les difficultés en solutions. C'est un principe... Dans un espace de savoir. Très bien. Un espace de savoir pouvant nous ramener dans la logique de nous éviter de rester dans nos difficultés, mais au moins de trouver des solutions à nos difficultés. C'est ça. Oui, pour ceux qui disent que l'université est devenue aujourd'hui un foyer d'agitation politique, que diriez-vous? Je dirais ils ont des raisons sur base de quoi ils qualifient l'université de foyer d'agitation politique. Parce que, comme nous le savions, je disais, je me répète toujours que non, nous avons un sérieux problème dans ce qui concerne la dépravation de mœurs dans notre pays.
À l'époque, quand on parlait de l'université ou de l'universitaire, c'était une noble personne, vraiment, vous sentez que non, qui en valait la peine à cette période-là, qui, quand vous vous rencontrez avec un universitaire, je me souviens, nous qui venions du village, quand nos grands frères qui étaient à l'université à l'époque venaient visiter le village, même juste le voir, vous sentez que non, il y a la transformation. Il y a une sorte de transfiguration de la personne, parce que tu comprends que non, il est dans la sommité du savoir. Il est en train de se forger dans le monde du savoir. Mais aujourd'hui, c'est vrai, avec cette logique de dépravation de mœurs, j'ai suivi une de vos émissions ici, quelqu'un qui parlait de qu'est-ce qu'il fallait. Il fallait revisiter les têtes des Congolais, il fallait revoir la façon de, comme moi je le dis souvent, il faut fomenter la citoyenneté dans le chef des Congolais. Il faudrait qu'on ait un nouveau Congo avec une autre philosophie, des gens qui pensent, qui se basent sur les valeurs, les bonnes valeurs qui peuvent faire en sorte que le pays décolle. Et voilà, c'est le grand problème qui fait en sorte que tout le monde qui va à l'université, c'est pour une raison ou une autre, mais la question de savoir, la question de la science, nous sommes en train de tout le monde qui va à l'université, mais aujourd'hui nous voyons les étudiants parfois qui sont instrumentalisés par vous, les politiques. Instrumentalisés, c'est trop fort, parce que dans la logique de la solidarité nationale, c'est comme maintenant là, nous sommes face à une agression. Et en principe, au-delà de la logique politicienne, mais en principe, tout citoyen congolais conscient qui se veut que non, nous sommes agressés par un État qu'on appelle le Rwanda, devait, universitaire ou pas universitaire, devait quand même s'impliquer ou mettre la main à la pâte, comme j'ai apprécié même maman, l'excellence ministre de l'ESU, comment elle s'est impliquée dans cette question. Il fallait des sensibilisations. Nous avons des chercheurs et des chercheurs dans ce domaine-là. Ça fait plus de 30 ans que notre pays est en train de souffrir. Avant-hier, je vous ai dit que non, je parlais de la question du minerai du sang. La cause même de cette guerre dont nous sommes victimes depuis 30 ans. Est-ce que nous manquons des chercheurs, des universitaires, qui peuvent réfléchir sur les solutions idoines à faire sortir le pays dans ces gouffres que nous sommes mis? C'est ça la grande question. C'est-à-dire quoi? C'est pas qu'on est en train d'instrumentaliser les scientifiques ou les étudiants, je ne sais pas, mais c'est le monde dans lequel, en principe, nous devons, nous politiques, nous chercheurs, aller puiser les solutions aux problèmes qui guettent le pays dans la gestion de la République. On ne peut ne pas impliquer l'universitaire qui peut être étudiant, qui peut être professeur, qui peut être, c'est pas moi, chef de travaux ou assistant. Il doit être impliqué, donner des solutions, proposer des pistes de solutions pour que nous arrivions à solutionner cette histoire. Mais dans cette logique d'idée, puisque vous êtes le président d'une structure qui lutte contre les antivaleurs, voyez-vous également des antivaleurs dans les établissements universitaires? Si oui, vous avez des éléments à relever? Les antivaleurs aujourd'hui ne manquent dans aucune structure étatique, que ce soit dans nos maisons. C'est pourquoi j'appréciais celui qui développait ce qu'il appelait la théorie des phases. C'est-à-dire, aujourd'hui, si nous voulons lutter contre les antivaleurs, nous devons mettre en musique les familles, l'État lui-même, la société en soi et les églises. Il faudrait qu'il y ait cette musique. C'est-à-dire, on se dit que non, l'enfant grandit, naît dans une famille, il grandit dans une famille, il doit évoluer dans une famille, après une famille doit passer à l'école, il sera dans des églises, il sera dans la société, il y a l'État qui doit intervenir, et que si cela n'intervient que pour promouvoir les valeurs familiales, les valeurs ancestrales, nos valeurs vraiment, vous vous rendrez compte que nous n'aurons pas assez de problèmes. Mais aujourd'hui, nous sommes à des moments de dépravation de mœurs. Nous arrivions à l'université, chacun avec sa motivation. Il y a cet enfant qui vient étudier, il y a l'autre qui vient à l'université parce qu'il y a l'ami Georges qui est allé aussi à l'université. J'y vais aussi. Peut-être l'autre qui vient à l'université pour faire ce que nous appelons la figuration. L'autre qui vient à l'université qui pense que non, je peux être transformé et apporter quelque chose de meilleur. J'ai été étudiant aussi à l'UPN
Et je pense que de mon passage à l'UPN, quand vous parlez de l'action citoyenne contre les antivaleurs, j'ai initié cette structure à l'UPN en tant qu'étudiant. Et cette structure, ça fait plus de 10 ans qu'elle est en train de vivre ça et là, en train de sensibiliser ça et là sur des questions liées à la comment nous pouvons trouver des solutions et comment lutter contre les antivaleurs dans ce pays. Mais quand on parlait tantôt ici de l'instrumentalisation des étudiants, vous savez avec moi que quelques temps passés, on a déguerpi d'ailleurs les étudiants dans le home. Oui. D'autant plus qu'à des moments de crise, il y a des politiques qui viennent pour amasser les étudiants, les injecter sur la rue, dans la rue, pour manifester, ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui l'université forme vraiment des diplômés qu'il faut pour la nation congolaise, ou tout simplement des gens qui cherchent à contester les décisions politiques? Ben oui et non. L'université aujourd'hui, comme je le disais tantôt, c'est maintenant le fourre-tout, surtout que les conditions d'intégration d'étudiants à l'université, dans nos universités, ne sont plus comme auparavant. À l'époque, il y avait vraiment de grandes sélections pour intégrer telle ou telle autre université. Ça, c'est une réalité. L'on ne peut pas trouver que dans la structure étatique qu'on appelle l'État congolais, l'on s'est dit que non, nous sommes en train de vivre ce que nous, dans la lutte contre la les antivaleurs, oui. nous déplorons ce que nous appelons la dépravation de mœurs. Le cas à l'université, par exemple, des points sexuellement transmissibles. Nous avons de cas comme des enfants d'abord, c'est-à-dire les enfants de professeurs d'abord, le ban et tout, les enfants, les ressortissants de. Donc ce sont des situations qui sont en train de ramener la sommité du savoir au rabais. C'est devenu fréquent ces genres de mouvements. Vous allez voir même des gens qui vous soutiennent des thèses. Ce sont des thèses bidons, certaines thèses. Oh là là. Permettez que je les dise. Et je pense que c'est pas le grand prof qui me suivent qui vont me contredire. Mais ils savent qu'aujourd'hui, alors que c'est bien dirigé par des jurys composés des professeurs qualifiés. Des professeurs qualifiés, mais motivés par plusieurs raisons. Okay. Nous connaissons comment ça se passe. Il y a certains scientifiques aujourd'hui qui s'adonnent à ce jeu-là. Ils cherchaient quoi mettre dans leur poche et tout. Donc il y a beaucoup de choses que nous devons ramener aujourd'hui. Quand on discutait avec le professeur qui était recteur à l'IFASIC dernièrement, sur la question de changement de mentalité, et il me dit, nous devons aller à se poser une question, changement de mentalité. Il va au Malingala, on dit, Ponanini, parce que même au sein, il y a des professeurs aujourd'hui qui sont responsables de telle ou telle autre structure étatique et qui nous ont donné cours. Vous vous rendrez compte que non, c'est un professeur, un expert en gestion de l'État, un expert en droit, mais quand il est là, c'est comme s'il a oublié tout ce qu'il enseigne au profit de ce qu'il veut gagner. Et c'est ça le plus grand problème. Les propres intérêts. C'est ça le plus grand problème. Et quand ça commence chez le professeur, quand ça commence dans le milieu universitaire, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Parce que je le disais ici tantôt, moi, quand on parle de conflit politique ou sécuritaire, je dois évoquer le plus grand conflit que le Congo est en train de faire face. C'est-à-dire la guerre. Quel est ce Congolais-là? Quel est ce lobby que je peux me dire? Ces chercheurs-là qui se sont réunis à 5, à 10, à 15, dans une université donnée, ou bien, dans un centre donné, pour produire ou proposer de pistes et de solutions au chef de l'État ou au gouvernement congolais et se dire que non, voilà, dans les domaines, dans le cas de nous autres, de relations internationales, nous avons vu sur le front diplomatique, il y a de tels soucis, et chercheurs que nous sommes, voilà ce que nous apportons à l'État comme solution pour trouver des solutions idoines à ces problèmes. Voilà ce qu'il faut faire. On se demande, est-ce que l'université doit-elle rester neutre quand il faut parler de questions sécuritaires dans le pays? Neutre, c'est compliqué. C'est là où je vous ai dit, parce que l'appréhension politique dans notre pays pose problème dans le chef de certains. Ils pensent que quand le pays est agressé parce qu'on cherche la tête peut-être du chef de l'État. Ils ignorent que le pays reste notre Congo. Oui. Les personnes ou les hommes passent, les décisions restent. Donc nous sommes dans l'obligation tous, opposition, majorité, c'est pas moi, société civile et tout ce qui va avec,
de nous unir et faire face contre cette agression qui impose aujourd'hui, est en train de sacrifier plusieurs Congolais qui ne cessent de mourir faute de cette agression. Mais vous retrouverez qu'il y a des scientifiques qui préféreraient rester, parce que quand on parle même de l'opposition doit être cette machine-là qui critique ou bien qui initie de propositions. Zidouane, dans le cadre sécuritaire, voilà, dans notre pays, nous avons tel problème, le gouvernement n'arrive pas à faire ça. C'est une philosophie mise en place actuellement où ça existait, parce qu'on a connu aussi des opposants qui n'ont rien fait dans ces sens, mais aujourd'hui sont au pouvoir. Ben, je ne suis pas venu dédouaner ou justifier les opposants selon vous qui n'ont rien fait, mais qui sont aujourd'hui au pouvoir. En termes de propositions pour faire avancer les choses qui sont aujourd'hui au pouvoir. Oui. Mais moi, je parle parce que nous sommes aussi en train d'être suivis par des étudiants qui sont peut-être en Sciences Po, qui sont en relations internationales, qui sont en droit, qui sont en sciences sociales en général, et qui doivent comprendre le rôle d'une opposition dans un pays, dans une logique purement scientifique. Exact. Le rôle d'une opposition, ce n'est pas de venir insulter au plateau. Le rôle d'une opposition, ce n'est pas de venir critiquer que les actions du pouvoir, c'est de venir aussi proposer. Voilà, si nous étions au pouvoir, voilà comment nous devrions solutionner ces problèmes. Voilà comment nous devrions faire. On parle de l'accord de Washington. Nous devrions faire quoi si nous étions au pouvoir, nous de tel ou de tel autre camp de l'opposition. Aujourd'hui, nous proposons qu'il y ait dialogue. Ces dialogues-là, voilà ce que nous voulons de ces dialogues-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un flou dans tout ce qui se passe. Et c'est ce qui crée ce que vous appelez crise. Parce que du point de vue scientifique ou du point de vue du texte, je dirais d'emblée qu'il n'y a pas une crise politique. Parce que ce qui dit la Constitution, la crise politique arrive quand les institutions de l'État ne s'entendent pas. C'est-à-dire les institutions chefs de l'État ne s'entendent pas, par exemple, avec l'institution gouvernement, ou bien il y a un conflit, il y a un problème entre les institutions chefs de l'État, l'institution gouvernement, le Sénat, le Parlement, vice-versa. Mais jusqu'à preuve du contraire, je sais que non, ces genres de crise, on n'en l'a pas encore connu. Sauf qu'il y a ce que nous connaissons dans notre pays, parce que notre pays, allez-y comprendre, c'est pourquoi je parlais des dépravations de mœurs, nous avons plus développé la politique des hautes toits que je m'y mette. C'est ça le plus grand problème. C'est-à-dire, le gens, il peut être docteur en droit, mais il peut oublier tout ce qu'il a fait en droit pour développer des mécanismes au fait pour que lui remplace tel à tel poste. Ça paralyse les choses, l'avancement du pays? Vraiment, ça paralyse les choses. Et d'ailleurs, je suis en train de dire, et je me répète, il y a aussi un autre problème que j'appelle, surtout souvent c'est encouragé par vous les journalistes, le problème de non-respect des domaines d'intervention. C'est-à-dire quoi? Vous recevez un docteur en médecine, c'est un médecin de formation, mais vous l'amenez sur un terrain où il va débattre sur la sécurité nationale. Imaginez. Mais c'est un docteur en médecine. Je ne dis pas qu'il peut manquer à dire. Mais je me dis seulement, il sera limité en voulant analyser la question de la sécurité nationale. La question de la gestion de l'État, il sera limité. Mais aujourd'hui, allez-y voir. Tous ceux que nous avons au Parlement aujourd'hui en majorité, ils sont médecins. Ils sont ce qu'ils sont. Je ne suis pas en train de dire que le Parlement devait avoir une telle ou telle autre catégorie de gens. Mais au moins, c'est parmi les choses qui causent une sorte de frein pour la République. Là où l'on doit réfléchir, je peux vous donner, il y a des formules dans ce pays qu'on a applaudi. Le cas par exemple de 1 plus 4. 1 plus 4 arrive c'est historique. 1 plus 4 arrive par qui? Le professeur Samba. Le professeur Samba Kaputu, un politologue de formation, paix à son âme. Ce sont des gens qui ont initié, inventé des formules, qui ont produit de résultats escomptés. Et aujourd'hui, voilà, et on a connu de grands. Je parle par exemple du professeur Bioya. Hein? Le professeur Bioya Makutu, paix à son âme. Je vois aussi le camarade Mukendi. Hein? Mukendi qui a été tué par la marche, dans la marche, tout ça. Oui. Rossi. Nous étions, oui, Rossi Mukendi, nous étions ensemble parmi ce que nous appelions les disciples du professeur Bioya.
un géopoliticien terrible. Parce qu'aujourd'hui, l'on parle de la diplomatie, l'on parle du monde international, tout ça. Quand tu ne maîtrises pas la géopolitique, quand tu ne maîtrises pas la géostratégie, tu ne sauras rien dire. C'est pourquoi tu te rendras compte que les gens viennent sur vos plateaux avec une très bonne rhétorique, mais sans un message. Parce qu'il y a ce grand prof, lors de la concertation nationale. On a vu ce que le professeur Bioya a produit, et paix à son âme. On a eu des professeurs comme Dioukaton. Il y a eu de grands professeurs qui ont réfléchi sur la gestion ou la marche même de la République. Ça existait, l'université participait. Dans l'université est-elle un acteur du changement politique? En principe, le changement politique, surtout le changement intégral. Parce que pour arriver à analyser et même à décortiquer en profondeur ce qui se passe dans notre vie nationale, on a besoin des universitaires. Dans chaque domaine, bien sûr, chaque universitaire a un domaine d'intervention. Parce exact. Que le monde de savants... Sa spécialité. Le monde de savants n'existe plus. Aujourd'hui, je l'ai dit, je pense que nos autorités, souvent, parce que je vais vous donner le cas, aujourd'hui on a vu un monsieur qui est venu, un jeune de notre génération, qui est arrivé à la tête d'un ministère de la Justice, et qui était du domaine. Et je sais que non, sa présence, tout le monde a remarqué que non, il y a un monsieur qui vient avec la logique ou le souci de changer les choses. Aujourd'hui, nous regardons ce que notre grande sœur, Madame Kaikwamba, est en train de faire aux affaires étrangères. Oui. Nous ne pouvons que jeter des fleurs. Exact. Et voilà, sur les 4 fronts engagés par le gouvernement congolais, ce qui avance mieux actuellement, c'est la diplomatie. C'est la diplomatie. Pourquoi? Parce que vous sentez que non, cette dame-là est en train de faire ce qu'elle connaît et ce qu'elle doit faire. Mais ailleurs, laissez-moi le dire, ailleurs, c'est de la politique politicienne. Vous voyez? C'est de la politique politicienne parce que le chef de l'État vient avec de... C'est comme quand tu le dis, il va changer ou bien il va faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Exact. Qui va adhérer à cette logique-là? Est-ce que ça marche d'ailleurs? Bon, c'est une question que je peux dire oui, je peux dire non, parce que par moment, on a parlé de l'IGF dans ce pays. Par moment, je vous dis, et jusqu'à maintenant, dans de grandes entreprises publiques, l'on n'engage plus de dépenses comme on le veut, ou bien comme on le faisait dans le temps. Aujourd'hui, il y a maintenant la main de l'IGF qui vient contrôler tout ça. C'est quelque chose à encourager. Oui. Quand bien même, je dois le dire, comme je le disais encore tantôt, le plus grand problème, ou le mieux reste encore à faire. C'est-à-dire, il faudrait des gens qui comprennent, du point de vue éthique, parce que c'est là où beaucoup de scientifiques, pour ne pas dire beaucoup de citoyens, pêchent beaucoup. Je vous dirais qu'au Congo, nous n'avons pas un problème de compétences, mais pour la plupart des cas, il y a des problèmes d'éthique. C'est-à-dire des gens qui maîtrisent que non, voler, c'est mauvais. Mais ils volent. Alors, des scientifiques qui comprennent que non, ici, nous avons quel problème? Ici, il s'agit d'une agression rwandaise, tout ça, machin. Mais parce que je veux aussi une chaise, je veux me mettre et devenir à la place de l'autre, je peux quand même dire que non, voilà. C'est la médiocrité, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Et c'est sur base de ceci qu'on devait faire cela. Mais les scientifiques qui sont appelés aussi à accompagner les gouvernants doivent être boostés par les dirigeants. Est-ce que dans nos établissements universitaires aujourd'hui, les responsables sont vraiment nommés par rapport à leurs compétences académiques ou tout simplement par rapport à leur loyauté politique envers leurs autorités morales? Ben, en fait, je pense, dans une des, c'est pas moi de vos émissions encore ou quoi, sur la nomination. Si je dois faire, essayer un peu d'entrer dans cette logique du désir mimétique, de comparer ce qui se passe dans notre pays et dans d'autres États du monde, où nous voyons des managers en train de diriger les universités. Parce que, à ce que je sache, j'ai toujours été contre que les professeurs d'université, la sommité du savoir, soit dans des bureaux climatisés, au lieu de former la relève, au lieu de former le citoyen congolais, qu'il se retrouve en train de se tuer dans des paperasses, dans des administrations qui ne tiennent pas le coup, pendant que leur rôle, en principe,
c'est d'aller former les étudiants, c'est d'aller former la génération future pour faire en sorte que l'on trouve des solutions à des problèmes que le Congo est en. Parce que le Congo aujourd'hui, nous disons scandale géologique, nous disons le Congo est immensement riche en termes de ressources, mais les Congolais restent pauvres. Et c'est ça le problème. Les Congolais restent pauvres. Quand moi je descends à Mwenga, je revois tout ce que nous avons dans le territoire de Mwenga au sud Kivu là-bas. Quel paradoxe. Et que même la route, on n'a pas. Et je vois qu'il y a des gens qui meurent de faim. Il y a de terres arables terribles. Il y a des eaux, où il y a des poissons, ça et là, dans Mwenga naturel. Il y a le minerai, l'or, le coltan, tout ce que ces multinationales cherchent. Mais ils continuent à appauvrir la population et que cette population reste pauvre au détriment des étrangers, au détriment des gens qui viennent d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui bloque leur émergence? C'est ce que je dis, c'est maintenant, c'est des clics, c'est ce paradoxe-là que, en principe, le scientifique doit travailler là-dessus pour faire en sorte que non, ce que l'on dit que le Congo est riche, parce que quand vous allez même au Kasaï, j'ai suivi les étudiants du Kasaï qui demandaient au chef de l'État que nous ne voulons pas de question d'exode rural, allez, c'est pas moi à Lumbashi ou à Kinshasa, nous voulons travailler ici chez nous, nous avons des universités, machin, tout ça, mais quand vous allez au Kasaï, vous vous rendrez compte, c'est la même logique, il y a de minerais, il y a ceci, il y a cela, mais le jeune Kasaï reste pauvre. Vous prenez n'importe quelle province de la République, vous allez comprendre que non, nous sommes victimes de nous-mêmes. C'est pourquoi je l'ai dit d'entrée de jeu, que l'idée de fomenter la tête de l'homme congolais en vaut la peine. En vaut la peine. L'idée de créer une classe nouvelle, parce que c'est là où j'ai toujours dit que non, le chef de l'État est victime de l'entourage. Le chef de l'État est victime de ce que nous appelons des conciliabules politiques. Comment ça alors que c'est le garant? Il a la possibilité de taper sur la table et de changer les choses à tout moment. Non, c'est pas comme ça. Dans une démocratie, c'est différent dans une dictature. Dans une dictature, je tape sur la table, je change les choses. D'abord, je l'ai dit, c'est pas aujourd'hui. Nous avons un texte que nous appelons texte mère, constitution, qui limite même le pouvoir du chef de l'État. Vous voyez? Oui. Ça limite le pouvoir du chef de l'État dans le temps et dans l'espace. Et cela, vous n'allez pas lui dire de faire ce que la Constitution n'a pas prévu. Exact. Alors, il faudra réfléchir en tant que scientifique. L'on amène de scientifiques dans une réflexion sans autre motivation outre que la gestion de l'État. Comment se faire entendre aussi? C'est ça le problème. Non, se faire entendre, c'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, la sélection même des collaborateurs pose problème. On fait souvent des sélections de collaborateurs dans sa famille, dans son entourage proche, dans ceci, dans cela. Et cela, nous sommes, par moments, nos autorités sont victimes de quoi? Victimes de ces collaborateurs. Parce que il peut avoir une vision, mais cette vision doit être accompagnée. Qui peut accompagner cette vision? Imaginez, il dit, j'ai donné le cas ici, il dit, je ferai de la lutte contre la corruption mon cheval de bataille. Mais il a un gouvernement qui vient, je dirais, un gouvernement qu'il fallait faire avec nos amis de l'ex-FCC, il fallait faire avec certains politiques qui ont des députés, machin partout, et que nous connaissons que déjà, ce sont des gens réputés. Donc vous parlez de l'union sacrée. Je parle d'abord de FCC Cash, qui nous a amené à l'union sacrée. Exact. À l'union sacrée, nous avons vu aussi, il y a des gens réputés déjà dans le domaine de corruption. Ils sont calés en corruption, ce sont de gens qui sont habitués à s'enrichir d'une manière illicite. Est-ce que l'autorité est obligée de pouvoir leur donner cette opportunité? Mais vous êtes dans la logique des conciliabules politiques. Quand vous êtes dans la logique des conciliabules politiques, ce n'est pas votre parti qui a gagné, moins encore votre regroupement qui a gagné, mais vous avez gagné avec les autres. Oui. Vous voyez? Alors dans la folie que je peux appeler la folie de la démocratie, vous êtes dans l'obligation de faire avec ces gens-là. Du point de vue éthique, qu'ils sont ce qu'ils sont, parce que nous connaissons comment se passent les élections dans notre pays, il y a plusieurs antivaleurs qui gangrènent autour des oppositions, de la gestion de l'État. C'est pourquoi j'ai parlé d'université, de questions des enfants d'abord,
Je vous ai parlé des questions ici, des points sexuellement transmissibles. Nous avons des diplômés des universités qui ne savent même pas défendre leur diplôme. Vous voyez, il est licencié en tel ou tel autre domaine, mais vous vous rendez compte que non, il a fini en journalisme avec vous, M. Georges, mais vous vous rendrez compte que non, vous l'invitez sur votre plateau, hein, il trouve d'excuses. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas à dire, c'est ça. Oui. Parce qu'il n'a pas bien étudié. Mais imaginez maintenant, son père est fort, son oncle est fort quelque part. C'est ce monsieur-là qui est recommandé. C'est ce monsieur-là qui ira représenter la RDC, c'est pas moi, aux États-Unis. Pour dire quoi? Sur des questions liées, c'est pas moi, de l'environnement ou quoi que ce soit. On s'est dit non. C'est que vous qualifiez comme anti-valeur. Alors comment trouvez-vous la gestion actuelle du pays? Vous pensez que ça marche parce que certaines voix disent que les crises que nous connaissions se présentent comme étant des excuses pour justifier la mégestion de la RDC. Quel est votre point de vue? Ben, je ne pense pas, la mégestion c'est trop fort parce que quand je pense à l'UPN, j'ai fini à l'UPN moi, et je vois ce qu'est devenu l'UPN, je me dis quand même, tout ne peut pas être mieux au même moment, parce que comme on le dit toujours que non, même Rome n'a pas été construit sur le même jour, mais au moins il y a de secteurs qui avancent. J'étais à l'UPN, je vis quand même des changements. Je regarde, il y a des chantiers ça et là à Kinshasa. Je me dis que non, il y a des évolutions. Je suis internationaliste de formation, je vous l'ai dit encore. Je regarde qu'aujourd'hui, je vois Donald Trump, le président américain, qui est en train de plébisciter la République ça et là, ce qui ne se faisait pas il y a 10 ans, il y a 20 ans. Okay. Je me dis que non, il y a des choses qui avancent. Sauf qu'il y a un problème, et le problème c'est lequel? Le citoyen congolais est mal habitué. Le citoyen congolais est habitué à faire quoi? Si je ne suis pas là, donc rien ne va. Et c'est ça le problème. Il y a des choses à se dire, oui. Il y a des secteurs qui n'avancent pas, oui. Il y a des choses qu'il fallait peut-être revoir ou revisiter. C'est normal. Oui. Mais dire que non, tout est noir, je ne pense pas. Dire que non, c'est à cause, parce que j'ai suivi même nos évêques, par l'entremise de Papa Abbé Cholet, qui parlait, selon lui, de la mégestion. Il a même dit la mégestion est plus forte que la rébellion. Et ça, vraiment, moi, je me suis dit non, je suis catholique, mais je trouverai toujours une occasion de, vous avez un avis voir vraiment. Parce que la rébellion ne vient que pour dérober. La rébellion en soi, c'est l'image du Satan. C'est-à-dire quoi? Ce sont des gens qui viennent tuer, dérober, piller. Hein? Alors, ce sont des gens, pendant que ce qu'on appelle la mégestion, c'est d'ailleurs contradictoire, ça demande un débat. Vous pouvez me dire que non, je suis en train de gérer et selon vous, il y a la mégestion, mais il y a un débat. Il y a un débat à faire parce que dans la logique de la bonne gouvernance, il y a ce que nous appelons la part de gouvernant et la part de gouverner. Quand vous êtes gouvernant, quelle est votre part? Quand vous êtes gouverné, quelle est votre part? Vous parlez ici des universités face à la crise politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Ça nous ramène dans la logique de la participation citoyenne. Je peux me poser aussi une autre question dans ce sens en disant, qu'ont fait les universités depuis toutes ces attaques? Les professeurs congolais, il y a un corps de professeurs congolais qui existe. Depuis toutes ces attaques, le pays est agressé. Quel est le rapport? Qu'est-ce qu'ils ont donné comme solution? Proposition même. Proposition. Parce que c'est la sommité même du savoir. Il n'y en a pas dépit? Ça, en fait, c'est la bonne question. C'est la question que je peux poser aux professeurs. Depuis que le pays est agressé, est-ce que vous vous êtes retrouvés, c'est pas moi, dans une salle, ou bien même, c'est pas moi, sur un terrain et réfléchir qu'est-ce que l'on peut aussi apporter comme solution? Si oui, gloire à Dieu. Mais sinon, il faudra revoir ce que vous faites pour défendre votre pays, parce que la défense du pays, c'est un devoir de tout un chacun. On peut se demander ce qui se passe à l'université. Nous décrions peut-être des situations ici, nous parlons des crises, des antivalaires, ça et là à l'université. Qu'est-ce que les scientifiques ils ont dû faire pour sélectionner cela? Les étudiants ont l'habitude de marcher.
Hein, quand tu as hausse de frais académiques, quand ça te touche directement. Oui. Mais quand il y a un problème de l'État comme ça. Mais on a vu les étudiants s'est mobilisés un peu partout, à travers de marches certainement, pour soutenir le FRDC. Non. Par exemple, dans ces cas d'espèce. On a vu les étudiants invités ou appelés par un leader donné. Le cas, je disais, de maman ministre de l'ESU. Vous voyez? Oui. Mais quand on parle des frais, on n'attend pas qu'on soit invité. Parce qu'on se sent touché de notre intérieur. Qu'est-ce que nous voulions? Que la communauté tant nationale qu'internationale se retrouve dans une situation où un bon matin, il y a l'UNIKIN qui est en train, tous ces étudiants de l'UNIKIN en train de descendre, ils viennent à l'UPEN, là on fait, c'est pas moi, on se croise à l'UPEN, nous descendons tous d'une manière pacifique. Hein, on prend nos amis, c'est pas moi, de l'ISTA, de l'ISP, nous descendons, l'INBTP, tout ça. Nous descendons, nous sommes à l'ambassade des États-Unis. Nous sommes peut-être à l'ambassade. Sans pour autant casser, comme nous avions vu. Sans casser, avec un bon langage, avec tout ce qui. Trop c'est trop, nous sommes fatigués. Ça fait plus d'une année que ces rebelles sont sur nos sols et rien n'est fait, machin, tout ça. Nous connaissons même les noms de certains rebelles. Nous pouvons les interpeller. Vous voyez? Donc, il y a un message fort que l'université lance dans ce sens-là. Et cela, ça ne doit pas se faire une fois. Lorsqu'on n'a pas de solution. Je me souviens à l'époque du feu Machako Mamba, à l'UPEN, il y a eu cette question d'os de prix, des frais académiques. On a fait plus d'une semaine, nous dormions dehors. Parce qu'on exigeait que non, que cette histoire ne passe pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On répond aux appels des leaders politiques. C'est là où vous parlez de l'instrumentalisation de l'université. Mais on ne répond pas à l'appel du devoir citoyen. Parce que là, c'est du devoir citoyen. Là, on trouve que non, Georges, avec sa caméra, il est sur la route, en train de marcher pour le pays. Vous voyez un peu ça? Oui. Là, on trouve que non, tout le monde participe. Même ce monsieur du quartier qui n'a pas étudié comme vous, en vous voyant juste sur la route, va comprendre que non, ça change. Ici, le patriotisme, l'amour du pays est en train d'être cultivé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour lutter contre cette fuite des cerveaux, comme vous soulignez tantôt? C'est ce que je suis en train de dire. Pragmatiquement. C'est ce que je suis en train de dire. Le problème, c'est maintenant la dépravation de mœurs. Les gens sont plus en train de voir leurs intérêts que l'intérêt de tout le monde. L'intérêt commun n'est pas conçu aujourd'hui comme quelque chose de priorité, mais aujourd'hui, dans le chef des Congolais, dans le chef des scientifiques congolais, c'est d'abord lui. C'est d'abord lui. C'est pourquoi il faudrait distinguer que non, qui est scientifique et qui ne l'est pas. Aujourd'hui, vous allez à l'UPEN, vous allez à l'UNIKIN, vous voulez tenir ou organiser, c'est pas moi, une conférence. Il y a des scientifiques qui vont vous courir derrière. Vous voyez? Pourquoi? Pour seulement de petits gains, c'est pas moi, de petits avantages, tout ça. Mais l'on ne va même pas regarder la quintessence de la dite. Il y a aussi un problème de prise de conscience dans le chef des scientifiques. Tout à fait. Mais tout à fait, quand nous parlons déjà du problème de dépravation de mœurs, la dépravation de mœurs va où? C'est dans la conscience. C'est dans nos consciences que là où nous devons comprendre que non, cette histoire n'en vaut pas la peine pour l'intérêt de la nation. Nous voulons parler de l'UPEN, nous voulons voir, comme nous disons par exemple dans l'hymne de l'UPEN là, que non, c'est la sommité du savoir. Et quand tu viens à la sommité du savoir, c'est pourquoi? C'est pour que tu sois transformé. Exact. Mais quand tu quittes sans être transformé, vous devenez qui dans la société? Vous devenez un raté. Et nous avons des ratés scientifiques dans la société. Et ces ratés scientifiques, c'est ceux-là qui font que celui qui n'a pas étudié, vous trouverez un monsieur qui n'a pas étudié qui vous dit ah, pourquoi? Parce qu'il était en face d'un raté scientifique, d'un monsieur qui ne maîtrise rien dans son domaine. Vous trouverez maintenant des ratés scientifiques, il s'est fait expert dans tous les domaines. Il a des petites notions de scientiologues, comme les Quinois disent. C'est ça, parce qu'en soi, ce sont des ratés scientifiques. Et ça pose problème. Et s'il a des relations, vous le retrouvez, bien qu'il ait raté scientifique,
ils t'occupent de postes terribles dans ces pays, mais vous les reconnaissez comme ratés scientifiques. Alors, face aux crises, est-ce que l'université n'est-elle pas aussi victime? Parce que nous voyons comment il y a parfois des arrêts de calendrier académique, d'autant plus qu'il y a insécurité à gauche et à droite. Comment arriver maintenant à sécuriser aussi l'université? Bon, l'université, d'abord, tout le monde est insécurisé maintenant parce que je parlais par exemple de questions liées au paiement des scientifiques. Hein? Oui. Ça pose problème. Pourquoi? Parce tout le monde est insécurisé maintenant. Tout le monde. Comment parce que la priorité, c'est de trouver des solutions, c'est d'allouer des fonds et des fonds sur cette question de sécurité. Là, d'abord, je parle du cas de cette insécurité qui sévit de l'autre côté. Ouais. Mais au niveau local, ici, je voyais d'ailleurs nos universités ne sont plus sécurisées comme à l'époque, parce que vous avez parlé des questions de loger. Moi, je vois la question de l'UPN. D'ailleurs, ça traîne parce que je pense que les hommes ont été réhabilités. Mais équipés aussi, parfois. Équipés, mais jusque-là, on n'a pas encore des étudiants qui sont logés. Moi, j'ai passé 4 ans à l'UPN comme logé. Donc, j'estime que l'État devait revoir cette question-là. Les autorités qui nous suivent devaient revoir cette question-là, afin que les scientifiques, comme vous le dites, il doit être sécurisé parce qu'il y a des questions. Vous pouvez faire des recherches dans d'autres domaines et vous vous retrouvez vraiment insécurisé. Il y a plusieurs insécurités que nous pouvons développer dans ce sens-là parce qu'il y a des intelligences qui, comme vous parliez des fuites de cerveau, il y a aujourd'hui des gens qu'on a été dans l'incapacité de les encadrer, de trouver des bourses peut-être pour eux, qui pouvaient aller faire l'Europe ou ailleurs, je ne sais pas. Hein, pour nous revenir avec plusieurs intelligences qui pouvaient transformer encore le pays. Mais nous trouvons aujourd'hui étudier, aller à l'université, intelligent ou non intelligent, ça devient maintenant plus l'élix. Quand vous voulez faire le 3e cycle et tout, il faudrait être dans une famille nantie, dans une famille qui a assez d'argent. Ce n'est plus une question, je dirais, ce n'est plus une question de ceux-là que nous jugions plus intelligents. Parce que à l'époque, pour faire 3e cycle, c'est dire que non, tel monsieur fera l'école doctorale ou quoi que ce soit. C'était réservé aux étudiants doués, aux étudiants intelligents. Mais aujourd'hui, tout le monde peut le faire si vous avez vos moyens. Et on trouve même des gens qui font... Les questions de moyens maintenant. Oui, on trouve même des gens qui se font rédiger des thèses par des tierces. Et là, parce qu'ils ont des moyens, et les jours J, ils seront encadrés par... S'ils ont des moyens, ça va trop vite. Et vous les retrouvez docteur à thèse. Et quand vous l'approchez, vous échangez avec la personne. Vous vous rendez compte qu'il y a des vides. Hein? Je suis en face d'un diplômé d'État, mais qui s'appelle diplômé à thèse. Vous voyez? Donc il y a des problèmes comme ça. Alors pour sécuriser l'étudiant, on devait voir et revoir tous ces paramètres, faire en sorte que non, que quand on parle de professeur, moi quand je vous parlais ici par exemple, je parle de professeur bio, il y a paix à son âme. Hein? Quand je te parle de la géopolitique, vous sentez que non. Quand je vous parle du professeur Dioukatond, il est en train d'enseigner. Il y avait notre ancien recteur que j'aimais aussi beaucoup, le professeur Tissou, hein, qui m'a enseigné, il était vieux déjà. Mais vous sentez que non, il y a des professeurs et des professeurs que quand ils ouvrent la bouche, vous dites que non. Hein? J'ai aussi mon vieux Kabouita, qui est là-bas. Qui est là-bas. Quand je parle de relations internationales africaines, de haute facture scientifique, vous sentez que non, c'est ça. Vous sentez cette haute facture. Oui. Donc, il y a des professeurs et des professeurs, quand ils t'enseignent, vous sentez que lui, il est de ce monde-là, de la sommité du savoir. Il a été doué dans son domaine, et voilà qu'il est devenu professeur. Différemment d'autres, nous avons d'autres professeurs, que quand ils te parlent, d'abord, ils ne quittent pas ses notes, d'abord, et la conclusion, nous la connaissions. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous sommes sur ces plateaux avec un des chercheurs congolais, monsieur Albert Kamalinga. Il est le président national de l'ASBEL, Action citoyenne contre les antivaleurs AK, mais aussi
secrétaire national de l'ASBEL, le Terme de Fatih. Nous parlons sur une thématique qui concerne certainement tous les Congolais en vue d'assurer le développement de notre pays. La thématique est celle de savoir si l'université, en étant face aux crises politiques et sécuritaires en République démocratique du Congo, comment elle doit s'en sortir à travers ses fruits. Alors, monsieur Albert Kamalinga, il y a des étudiants qui sont vraiment affectés par le conflit armé qui parfois dérange notre nation. Pensez-vous que les établissements leur offrent un soutien psychologique nécessaire? Ben, les établissements, c'est compliqué parce que, à ce que je sache, dans l'université, je n'ai pas trouvé le cas, par exemple, dans le cas de nos universités de Bukavu, qui sont sous l'emprise aujourd'hui, qui bénéficiaient deux fois de visites de nos professeurs qui venaient de Kinshasa, qui venaient de Lubumbashi, qui venaient, c'est pas moi, de Kisangani, de l'UNIKIS. Vous prenez le cas de l'université de Goma de même, qui bénéficiaient de cette grâce de visite de ces professeurs-là, et qu'aujourd'hui, par moment, pour raison de guerre, pour raison de conflit, ils sont obligés d'être encadrés par un assistant qui doit terminer un cours, un chef de travaux qui doit le faire, à la place de ces professeurs-là qui devaient aller venir conclure son cours. Et c'est déjà un sérieux problème. Pour ne pas revenir ici, il y a des étudiants en Kinshasa qui se retrouvent dans une situation que leurs parents sont restés de l'autre côté. C'est-à-dire, il est là, il est étudiant, universitaire, j'en connais plus, qui est venu étudier à Kinshasa, mais il vient de Goma, il vient de Bukavu. Et là-bas, aujourd'hui, il y a de conflits. Les parents ne savent pas de quoi faire, peuvent envoyer même $10 à ces étudiants-là. Et imaginez, il y a ceux-là même qui ont laissé les études. Parce que, pas seulement l'université devait comprendre, ou bien, comment dirais-je, ou bien essayer un peu de compatir à ce qui est arrivé à ces étudiants-là, mais également la société. Il devait y avoir une bonne politique au niveau du ministère de l'ESU, je pense que vraiment, Excellence est en train de nous suivre, pour voir et revoir les cas de ces étudiants-là. Que faire? Est-ce que ces étudiants qui sont venus à Kinshasa pour étudier et qui se retrouvent dans cette situation, son père était, c'est pas moi, travailleur dans une structure de l'État à l'Est. Aujourd'hui, avec l'arrivée de ce rebelle du M23, son papa-là, il se retrouve dans une situation de chômage. Il ne sait rien envoyer à Kinshasa. Imaginez l'étudiant là, du point de vue psychologique ou moral, comme vous le dites, il réfléchit sur quoi? C'est compliqué. Pendant, peut-être, ce sont des gens qui doivent travailler pour l'État demain. Parce que je le dis toujours, nos aînés, ils ont bénéficié des intérêts ou des avantages de cet État. Il y a ceux-là qui ont étudié grâce à des bourses. Exactement. Mais aujourd'hui, nombreux. Ils ont du mal de faire en sorte que non. Nous, ou bien nos jeunes frères étudient aussi en tenant compte de bourses que le pays gagne ça et là. J'ai aimé dans ce qu'on a appelé l'accord avec les États-Unis, oui. Ils ont parlé de financer plusieurs domaines, ce qui concerne la communauté locale. Donc j'estime que ça peut même s'étendre dans cette logique-là de bourse. Parce que quand je parlais ici de la question de minerai du sang, parce que le minerai est la base même de cette guerre. Vous voyez, cette guerre, comme nous disions, est motivée par cette logique de ce que nous appelons la logique économique. Il y a le minerai, il y a le commerce, tout ça. Parce que quand vous allez dans plusieurs territoires qui sont frontaliers, vous vous rendrez compte, quand vous êtes, par exemple, dans le cas, j'étais à Ituri, dernièrement à Aru, vous êtes à Aru, vous vous rendrez compte que les gens de Aru qui sont congolais, mais ne bouffent que tout ce qui vient de l'Ouganda. Vous voyez, même la monnaie ougandaise, c'est cette monnaie-là qui est en train comment dirais-je, de se manger là-bas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous, Congolais, nous devons prendre conscience pour tout ça. Et c'est pourquoi vous vous rendrez compte qu'en Afrique centrale, parce que j'ai entendu quelqu'un nous dire que nous, en Afrique centrale, vous voyez, en Afrique centrale, on n'a plus d'amis. Tous les États de l'Afrique centrale sont devenus nos ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvaient derrière cette chaîne
hein, cette Quand scène, vous plaidez cette pour, exploitation. quand vous plaidez pour ces étudiants, ce qui est tout à fait normal, mais pensez-vous pas qu'il faudrait aussi placer un mot pour les chercheurs congolais qui ne sont pas accompagnés financièrement pour leurs recherches? Mais quand je parle de question de la bourse ici, c'est pour qui? C'est pour les chercheurs congolais. Vous voyez, quand je parle de questions, je suis en train de critiquer certaines thèses aujourd'hui. C'est pour qui? C'est pour les chercheurs congolais. C'est-à-dire quoi? On est en train, aujourd'hui, oui, ça et là, nous trouvions que les gens soutiennent des thèses, hein, mais il faudra maintenant arriver à jauger ou à peser ces thèses-là. Est-ce que ça vaut la peine? C'est ça la question. Parce que souvent, je l'ai dit et je me répète, l'école doctorale, 3e cycle, même à l'université, vous vous rendrez compte que l'on disait, celui qui a distingué 2 ou 3 fois, c'est lui-là, hein, avait droit de faire ce qu'on appelle 3e cycle. Oui, en étant retenu d'abord comme mais la assistant, question de distinction aussi commence à poser problème. Parce qu'il y a ceux-là qui ont distingué mais qui ne maîtrisent rien dans le cours qu'ils ont distingué. Donc moi je pense que Maman Excellence est en train de nous suivre, comme je le disais encore. Ça vaut la peine que ces étudiants-là qui aient maintenant des sélections, comment dirais-je, des concours, je dois le dire ainsi, on doit avoir des concours. Ces concours-là, c'est grâce à ces concours-là qu'on doit sélectionner les gens qui doivent faire ce 3e cycle au besoin de l'école doctorale. Et là-bas, l'État maintenant met les moyens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez les moyens, même si vous avez fini avec 50%, mais vous avez les moyens, vous trouvez des docteurs à thèse, hein, parce qu'il a eu des moyens, tout ça, je ne sais pas comment, mais son cursus, il avait fini avec 50%. Nous avons des cas comme ça. Un mot pour le numérique. Pensez-vous pas que ça peut aujourd'hui devenir un levier de stabilité du système universitaire congolais? Oui, hein, oui, le numérique, je suis d'accord. Sinon, si seulement on l'utilisait pour l'intérêt vraiment de ce que vous appelez levier. Exact. Hein? Mais si jamais on l'utilise encore, parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner un cas, nous sommes dans des situations où aujourd'hui, la communication, surtout dans le cadre du numérique, ça s'impose dans le monde. Le monde aujourd'hui, si vous voulez avancer, vous ne pouvez jamais vous en passer du numérique. Exact. Mais chez nous, les numériques chez nous, c'est pour étaler nos faiblesses morales, nos faiblesses peut-être scientifiques, nos faiblesses en termes de nos vies conjugales. C'est ce qui servent nos numériques aujourd'hui. Parce qu'un étudiant congolais te passe beaucoup de temps sur TikTok que... Donc c'est mal compris, on peut dire que c'est mal compris en fait. Il faudrait revoir la façon de faire. Il faudrait encadrer ces étudiants-là qui s'occupent ou s'adonnent en numérique dans notre pays. Quelques recommandations au regard de la situation actuelle dans les établissements universitaires face aux crises politiques et sécuritaires en RDC, les différents points que vous avez évoqués concernant les étudiants, vers une situation qui favorise l'exode des étudiants dans d'autres pays et puis dans d'autres villes. Hein. Très bien. Ma première recommandation, j'invite le corps professoral à s'intégrer pour l'intérêt du pays. C'est-à-dire pour donner des propositions idoines sur la question liée à la crise que notre ami a parlé de politique ou à la crise sécuritaire dans notre pays. Je parle aux étudiants de revoir, c'est pas moi, de conscientiser ou de se conscientiser pour comprendre que quand nous sommes dans nos universités, c'est pas pour venir faire ce qu'on appelle la figuration, mais c'est venir nous transformer, maîtriser ce que nous sommes en train de faire pour participer, pour demeurer solidaires à tout ce qui se passe dans notre nation. Et à l'État congolais, c'est-à-dire le gouvernement, de revoir cette politique liée à octroyer des bourses ça et là, liée également à la gestion des universités. En principe, ça devait être basé sur je dirais, des exigences en termes de qualité. Là, je parle de l'intelligence et autres. L'intelligence, c'est pas moi de l'éthique, que de rester dans la logique de monnayage, dans la logique, la science aujourd'hui est en train de se monnayer. Et c'est là, vous trouvez quelqu'un, il passe professeur parce qu'il a beaucoup d'argent, mais pas parce qu'il peut défendre sa thèse. Et ça fait mal.
on peut encadrer, on a des scientifiques qui peuvent proposer des solutions dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de domaines. Mais ce qui manque, c'est l'encadrement, ce qui manque, c'est l'accompagnement de pouvoir de nos dirigeants qui doivent en principe accompagner ces étudiants pour qu'ils arrivent à donner le meilleur. J'aimerais ce que vous puissiez placer un mot parce que vous êtes aussi secrétaire national de l'ASBEL, le témoin de Fachi. Vous êtes témoin en quoi? Nous témoignons les œuvres du chef de l'État, les œuvres accomplies par le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous ramenons les désirata de la population, le cas que je viens de faire ici maintenant avec maman Excellence ministre de l'Issue. C'est-à-dire dans chaque domaine de la vie où nous supposons que ça vaut la peine que l'État s'implique, nous ramenons nos désirata auprès du gouvernement. Mais au moins, le Congo, c'est un pays continent. C'est un pays que beaucoup de fois, pour des raisons, parce que moi je suis venu de l'Est, je vous dirais que chez nous, peut-être à Mwenga, ils vont vous dire que non. Comme beaucoup d'anciens kabylistes, ce sont des gens qui sont venus de chez nous, ils laissent entendre à la population que non, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a rien fait. Oui. Maintenant, nous descendons sur le terrain pour démontrer non, mon cher frère. Même ici, chez nous, au Mwenga, il y a eu des écoles construites ici, dans le cadre du programme PDL 145 territoires, dans le cadre peut-être avec nos amis des fonds sociaux. Voilà, durant ou bien sous le mandat de Fachi, c'est qu'on a fait. Oui, nous avons encore un sérieux problème avec la route, que nous plaidons chaque jour, mais voilà, il y a eu ça, Donc nous témoignons les actions du chef de l'État. J'étais à Kisangani, je lui dis, donc voilà cet aérogare de Kisangani, voilà ce qui se passe à Bunia, voilà ce qui se passe peut-être, comment dirais-je, à Kolwezi, voilà ce qui se passe à Lubumbashi, voilà, tout ça. Nous témoignons les œuvres. Et vulgariser ces œuvres. Vulgariser les œuvres du chef de l'État. Mais plaider aussi pour de cas que non, que cela soit dupliqué ou duplicité dans plusieurs endroits pour l'intérêt de la population. Cette dynamique marche bien? Très bien d'ailleurs, très bien, bien que nous le faisons avec notre coordonnateur que vous connaissez d'ailleurs, bienvenue Mniasoubi Lutombo, que j'ai salué en passant, qui a pris, lui qui est fasciste, qui s'est levé un jour et dire que non, je dois vulgariser les œuvres que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de faire. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Le plaisir était immense pour nous de vous savoir nombreux en train de nous suivre sur Centrale Télévision. Je rappelle que nous avions eu comme invité aujourd'hui le chercheur congolais Albert Kamalinga. Il est président de l'ASBEL Action Citoyenne contre les antivaleurs, mais aussi secrétaire national de l'ASBEL, le témoin de Fachi. Monsieur Albert, merci d'avoir répondu à notre invitation. Oh, merci, c'est moi qui vous remercie. Il y a encore beaucoup à dire, mais les temps nous pressent. Alors, vraiment, je sais que nous aurons le temps de pouvoir exploiter d'autres thématiques. À vous, mesdames et messieurs, merci également d'être toujours fidèles et au rendez-vous. Alors, vous allez continuer à suivre cette émission déjà demain, mardi à 11h juste sur Centrale Télévision, mais aussi dans notre chaîne YouTube et dans nos différentes plateformes Facebook, TikTok, Instagram. Tapez Temple du Savoir. Vous serez sur le Temple du Savoir et ensemble nous allons partager la connaissance, les savoirs. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui. Retrouvons-nous avec le même plaisir prochainement. Alors portez-vous bien partout où vous vous retrouvez à travers le monde. Au revoir.